bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans le titre, on va à la fête de la laine de Cré. Là aujourd'hui on est vendredi, je commence à réfléchir à la préparation de la fête de la laine, sachant que vous savez que mon budget laine a explosé déjà et que je n'ai pas trop de budget laine pour finir l'année, donc il va falloir être sérieuse. Mais quand même, il y a d'autres choses à voir à la fête de la laine de Cré, notamment des conférences, des ateliers, et même juste par curiosité, voir un peu ce qui se passe dans le milieu des élevages et de tous ces artisans qui travaillent le fil. Moi je pense que je vais y aller que dimanche, et j'ai vu déjà qu'il y a une conférence qui m'intéresse, qui est sur la laine Mérilénos, un peu le projet derrière Mérilénos. Donc je vais vous amener avec moi pour faire cette conférence. Et après on va quand même aller un peu regarder les stands de laine, hein, on va pas se mentir. Mais le but ça va être surtout d'approfondir mes connaissances sur la laine. Mais aussi j'ai quand même envie de trouver, j'ai un objectif laineux. J'aimerais trouver un mohair qui va avec cette laine. Regardez, cette laine c'est El Robledal de la Santa. C'est de la laine tweedée, qui est vraiment trop belle. De la laine tweedée, j'en ai 3 écheveaux, c'est de la fingering, donc 100 grammes, 400 mètres. Mais le problème, c'est qu'elle est assez fine, et la tricoter en simple, ça va faire un truc très mou, et je pense que c'est pas une bonne idée. Donc j'aimerais bien trouver un mohair qui s'adapte à cette couleur, enfin qui soit exactement la même couleur, sachant que je ne sais pas s'il y aura beaucoup de teinturiers-teinturières à ce festival de laine, qui font un peu comme ça des laines un peu peps. Enfin, je sais pas à quoi m'attendre, quoi. Parce que là, mes questionnements, c'est est-ce que cette fête de la laine, c'est plutôt un truc du style artisanal, dans le sens laine de pays, laine sèche, tout ça. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de mohair de France et tout ça, donc peut-être que je vais trouver quelque chose qui peut s'adapter, mais voilà, on part quand même sur une couleur assez néon, un mint assez néon, quoi. Et le but, c'est que j'aimerais me faire le Maggie cardigan avec. Vous m'avez déjà vu, enfin, je suis en train là actuellement de faire le Maggie cardigan avec un fil lace et un fil fingering. Donc pour mon fil lace, c'est celle-ci, c'est de la Filcolana Alva dans la couleur 128. Et mon fil fingering, c'est l'équinoxe de l'écheveau solidaire dans sa couleur Hakuna Matata. Et c'est vraiment une merveille cet écheveau. J'adore tricoter ça. Et j'aime beaucoup ce modèle-là, ce patron-là, parce que c'est une laine, c'est un patron très sobre. Très, comment dire, très facile à porter, voilà, sobre. Et vu la couleur de cet écheveau, je pense que quelque chose de sobre lui irait parfaitement. Voilà. Donc écoutez, on va préparer ensemble ce qu'on amène là-bas, qu'est-ce qu'on va tricoter dans la voiture, parce que c'est quand même à 1h30, 2 heures de route de là où j'habite. Et on va un peu faire la programmation de cette journée-là, qui va être axée sur la laine, le tissage, le feutrage. J'ai déjà un peu demandé autour de moi si j'avais des tricopines du coin qui allaient. Pour le moment, j'en ai pas. Donc je vais peut-être être toute seule là-bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ginkgo vient avec nous. Et que mon copain aussi vient. Donc je pense que ça va bien l'intéresser de voir un peu ce qui se passe dans ça. Il y a une dernière chose que j'ai oublié de vous dire. Dans le vlog précédent, je vous montrais cette écharpe que j'avais envie d'associer avec un bonnet. Et que dans mon stash, j'avais ces 2 laines-là, qui sont des laines qui sont très chères à mon cœur et qui pourraient peut-être aller. Mais il faut encore que je propose la chose à mon copain. Et s'il n'est pas trop d'accord, ben, il faudra peut-être que lui aussi se trouve un écheveau de laine pour que je lui fasse un bonnet qui aille parfaitement avec ce violet-là. Et bien écoutez, on est parti pour ce vlog de Festival de laine. Hello, on se retrouve, on est dimanche matin. Et on est en train de se préparer pour aller au festival de Cré. Je pense que
On va pas tarder à y aller. Pour le moment, on n'est pas en retard, donc c'est bon. On va préparer mon sac parce qu'il va falloir que j'amène de quoi tricoter pour la route. Et là-bas, on va faire des conférences et je pense que je tricoterai pendant les conférences, bien sûr, pour pas perdre une seconde. Donc voilà, on amène Boubou avec nous. Et moi, ma tenue du jour, c'est mon champagne cardigan avec mon ranonculus en dessous. Et j'ai mis une petite jupe, une petite mini-jupe. J'espère que j'aurai pas froid, mais normalement, j'ai vu que c'était en intérieur. Donc voilà, allez, on est parti. J'oublie pas les chevaux que j'ai envie de compléter avec du mérino. Regardez comment c'est beau. Pas du tout du mérino, du mohair. Est-ce que je trouverai un mohair qui va s'adapter à ça? Je ne sais pas. Après, peut-être que... Enfin, selon ce qu'il y aura là-bas, mais peut-être que je prendrai une petite pelote par-ci, par-là chez des éleveurs. Si c'est vraiment des laines que j'ai trop envie juste d'essayer de tricoter pour faire des mitaines pour un cadeau de Noël ou quoi, ça pourrait être sympa. Et je porte ma super barrette. Voilà, donc à fond dans le tricot. Voilà ce que j'amène avec moi pour la journée. Donc là, j'ai ma petite trousse avec tout le matériel nécessaire si jamais j'ai un besoin urgent sur un tricot. Les chevaux que je vous ai présentés tout à l'heure. Je prends les mitaines s'il fait froid pour pouvoir tricoter dans les salles. Je prends ma tablette, je la prends assez souvent avec moi, j'ai l'habitude de la trimballer partout. Et ensuite là, j'ai mon Maggie cardigan de petite knit. Je vais prendre celui-là parce que j'aimerais bien avancer sur celui-ci. Et si jamais j'avance vraiment beaucoup sur lui, j'ai pris aussi le Clem Cardi. Voilà. Mais lui, je pense qu'il va rester dans la voiture. Le temps, enfin voilà, si vraiment j'avance très très vite. Et ce que je vais faire aussi, c'est, vu que je sais pas à l'heure à laquelle on va rentrer, je vais aussi prendre ma lampe tour de cou. Donc je prends aussi la lampe tour de cou, je vais juste vérifier. 3, parfait, elle est chargée. Comme ça, si on rentre et qu'il fait nuit, ben, je gênerai pas mon copain, qui va probablement conduire. Voilà. D'ailleurs, petite question, est-ce que vous connaissez des patrons pour faire des pochettes à tablettes? Parce que j'avais fait cette pochette là quand j'avais acheté ma tablette, mais en fait je trouve que les couleurs, enfin j'avais fait ça avec des restes et surtout avec de la laine acrylique et je trouve que enfin c'est moche quoi, ça me plaît pas du tout et j'aimerais bien en refaire un, mais peut-être avec un jacquard, peut-être avec juste une torsade où je pourrais la faire moi-même. Ah, ça pourrait être une idée ça. Bon, en tout cas, si vous avez un patron déjà pour étui à tablette, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Et bien sûr, je vais prendre mon sac à dos Mud pour mettre tout mon bazar à l'intérieur. Bingo, t'es impatient d'arriver? Oui. On est bientôt arrivé et là ce qu'on va faire direct c'est aller à la conférence de Mary Lenos en espérant qu'elle n'ait pas commencé parce qu'on va arriver un peu juste en temps. Et après cette conférence, ben, on pourra faire tous les stands de laine, de tissage et tout ça. Allez, c'est parti. Brins, 6 brins, 12 brins pour faire du fil à tricoter. Pour vous donner un élément de comparaison, dans le circuit cardé, c'est le... Ouais, c'est proche, hein.
C'est pas exactement ça, mais c'est proche.
C'est joli là aussi. Hello, on se retrouve pour conclure la vidéo sur le festival de Cré. Et j'ai pas mal de choses à vous dire et après je vais vous montrer aussi tout ce que j'ai trouvé là-bas. Il n'y a pas grand chose, mais quand même ça vaut le détour. Déjà, j'ai bien aimé ce festival, c'est un festival qui changeait comparé aux autres festivals que j'ai pu faire parce qu'il y avait énormément de laine française, je crois qu'il n'y avait que ça. C'était vraiment axé sur la laine locale française et il y avait pas mal de conférences à ce sujet. Moi j'ai suivi celle sur Mérilénos, sur l'association Mérilénos et j'ai beaucoup appris pendant la conférence sur comment Mérilénos l'association a été créée, qu'est-ce qui a permis la création de l'association, parce que en gros, pour faire court, c'est plusieurs éleveurs qui se sont regroupés et qui ont demandé à une filature de filer leur laine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que normalement les filatures, elles n'acceptent pas de filer de la laine s'il n'y a pas un certain nombre de tonnes. Et je crois qu'au début, eux, ils étaient à 2 tonnes et globalement, les filatures, elles n'acceptaient pas. Sauf une filature qui a accepté et qui, un peu pour les soutenir aussi, et avec laquelle ils continuent de travailler, bien entendu, aujourd'hui. Et donc cette filature, elle a accepté de filer leur laine. Sauf que à partir du moment où elle a accepté et aujourd'hui, la qualité de la laine, elle a énormément évolué. Parce que au début, quand ils se sont dit qu'ils voulaient faire filer leur laine et recréer une filière laine en France, les moutons qu'ils avaient, c'était des moutons plus axés, la race avait été sélectionnée plus pour la viande que pour la laine. Et du coup, on avait un peu perdu cette qualité de laine. Il y a eu plein d'explications sur les microns, sur la longueur de fil, sur la différence entre le fil cardé et peigné, parce que Mérilénos, il propose ces deux qualités-là. Et ça, je vous en parlerai quand je vous présenterai les laines que j'ai trouvées. Ils nous ont ensuite expliqué comment fonctionne l'association, comment est-ce qu'aujourd'hui encore il y a des nouveaux éleveurs qui peuvent rentrer dans l'association. Et il faut savoir qu'au tout début de Mérilénos, chaque éleveur voulait avoir une étiquette sur sa laine, voulait que ce soit sa laine qui soit filée, enfin bref. Apparemment, ça a été très compliqué pour la filature au début et au moment la filature, elle a dit stop. Vous revoyez votre système et pour que ce soit beaucoup plus simple parce que là, c'est pas possible. On peut pas faire 15 étiquettes pour une telle personne, 15 pour l'autre. Voilà. Donc là, ils ont commencé vraiment à se monter en vraie association et à vraiment faire du travail d'équipe. Et jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au résultat d'aujourd'hui où on connaît Mérilénos. Chaque éleveur peut vendre la laine de Mérilénos, mais globalement, ils mettent leur laine en commun. Elle est lavée, filée, et ensuite, ils la vendent. Donc, c'est de la laine qui est quand même assez localisée autour d'Arles, parce que c'est la laine de le Mérino d'Arles. Mais je crois que... je connais pas très bien la géographie précise, mais c'est un rayon de 300 km autour d'Arles, en gros. Il y a des éleveurs un peu partout. Et donc, en fait, chaque éleveur aussi n'a pas forcément les mêmes moutons et n'a pas forcément les mêmes conditions. Par exemple, apparemment, la laine, elle est de meilleure qualité si le mouton n'est pas trop à l'intérieur. Et selon ce qu'il mange aussi, la laine, elle est de meilleure ou de moins bonne qualité. Donc, voilà, ils ont dû jouer avec ça. C'était vraiment très, très intéressant. Et le public qu'il y avait à ces conférences, c'était vraiment un public très différent de ce que j'ai pu voir au NITIT. On était vraiment sur des gens engagés localement pas les traditions, mais l'économie française, pour relancer ça. Et ils ont comparé aussi
au niveau de l'État, l'intervention de l'État dans la laine et l'intervention, enfin comparé à d'autres pays hors Europe, là notamment l'Angleterre, où il disait qu'en Angleterre, il y a vraiment quelque chose d'institutionnel. L'État joue un rôle important dans la fabrication de la laine. Et en France, apparemment, depuis, je vais dire des bêtises, mais depuis au moins 50 ans, voire plus, l'État, enfin la laine ne fait plus partie de l'État. Enfin, je ne sais pas comment le dire plus précisément, mais avant, il y avait, la laine avait une importance... une vraie importance à ce niveau-là. Il y avait des décisions qui étaient prises à ce niveau-là, alors qu'aujourd'hui, apparemment, c'est un petit peu mis de côté. Ce qui était aussi intéressant et un peu frustrant, c'est d'apprendre que il y a très peu de pourcentage de laine française qui est filée et donc tricotée par des Français ou d'autres personnes autour du monde, parce qu'en fait, la laine, elle a perdu en qualité. Donc, Mairie Lénos, eux, ils se sont réunis autour de ça. C'est un projet pour aussi avoir une bonne qualité de viande, mais aussi avoir une bonne qualité de laine. Donc ils font attention quand ils choisissent leur bouc, de choisir un bouc qui ait des bons gènes quoi, dans la laine et tout ça. Alors qu'en fait en France, globalement, c'est plutôt les élevages pour la viande qui ont... et le critère de sélection pour la viande qui a été mis en avant. Et du coup, les éleveurs, ils ont du mal à vendre leur laine parce que leur laine est de mauvaise qualité. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de vendre sa laine, il y a un premier tri qui doit être fait et c'est un savoir-faire qui a été perdu. Et donc là, Mairie Lénos, ils font des formations, ils essaient de former le maximum de personnes sur comment bien trier la laine. Parce qu'en gros, si vous envoyez votre laine n'importe comment, et bien apparemment, c'est très coûteux pour l'entreprise, pour la filature de la filer. Et en fait, au final, l'éleveur, il ne trouve pas son compte. Donc avant le Covid, toute la laine française, enfin je sais pas combien de pourcentage, mais beaucoup de laine française était achetée à un prix vraiment ridicule par la Chine. Et depuis le Covid, la Chine s'est rendue compte en fait qu'elle s'en foutait de la laine française et c'est devenu un déchet, à tel point que on ne sait pas quoi faire avec cette laine-là. Et moi je me disais, mais sachant le nombre de tricoteuses qu'il y a en France, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait se faire quand même. Et ouais, donc c'est des actions que mène Mairie Lénos qui sont vraiment superbes, mais dans le même style, il y a Laine Paysanne en Ariège qui essaie de revaloriser cette laine française. Mais moi, ça m'a questionné sur beaucoup de choses, sur ma consommation personnelle de laine, sans vouloir... chacun fait ce qu'il veut, hein, bien entendu, mais moi, je me suis dit, mais... ce serait quand même pas mal d'acheter de la laine de teinturière, mais en plus que cette laine-là, elle vienne de France, quoi. Vraiment, le circuit, il serait complet. Donc, j'ai pas encore eu le temps, mais j'aimerais bien me renseigner sur les teinturières qui achètent de la laine française et qui la teignent. Si vous avez des noms à me donner, peut-être que Maison Septembre a fait ça. Mais ouais, c'était assez intéressant à comprendre et... à découvrir surtout. Et pour parler un peu plus du salon, comme vous avez pu le voir dans les images, c'était un salon où il y avait finalement pas tant de laine en écheveau que ça. Il y avait beaucoup de produits transformés. J'ai failli acheter un pull à mon copain en lui disant ça fait un moment que tu veux ton pull, clairement je l'ai pas encore tricoté, tiens je t'en achète un. Mais j'ai pas osé. Mais il y avait pas mal de pulls tricotés, il y avait pas mal d'articles en laine feutrée. J'ai vu des lampes à suspendre qui étaient magnifiques. Je n'ai pas acheté mais parce que je sais pas où les mettre chez moi, mais en tout cas c'était vraiment très très beau. Il y avait aussi pas mal de couettes rembourrées en laine. Bien sûr tout ça c'est de la laine française, hein. Du coup la dame de Mairie Lénos disait que globalement les acteurs de la laine française étaient réunis à ce salon. Donc il n'y avait pas énormément, donc c'était pas un immense salon comme le Knit It, c'était assez grand quand même, il devait y avoir une centaine d'exposants, mais ouais, ça fait rien quoi comparé à la grandeur de notre pays qui est la France. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait de quoi manger et c'était vraiment très très bon, des produits végétariens, axés un peu biologiques et tout ça, et on a pu rencontrer des éleveurs. J'ai pu rencontrer même des personnes qui sont sur tout le système de transformation de la laine
à partir du moment où il garde les troupeaux, il trie la laine, après il l'envoie affiler tout ça. Et quand elle revient, il la teigne. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool. Je vous présenterai parce que j'ai trouvé une laine trop belle dans un stand comme ça. Et oui, c'est vraiment une autre facette du monde de la laine qui est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus dans la réalité peut-être de ce qu'est de ce qu'est la France et de l'état dans lequel est le monde de la laine en France. Et ouais, ça m'a encore plus motivée pour consommer encore plus local. Maintenant, je vais vous montrer les quelques achats que j'ai fait. Il n'y en a pas beaucoup. Mais j'avais quand même envie de tester du coup la laine de Mérilénos, hein, parce qu'après avoir entendu cette conférence-là, on a envie de voir leur produit fini, de l'avoir dans les mains et de pouvoir le tricoter. D'ailleurs, j'oublie, mais pendant le festival, il y avait des conférences, il y avait des films sur la transhumance qui avaient l'air super intéressants. Moi, je ne l'ai pas vu parce que j'ai déjà vu un film à ce sujet-là et que souvent, à Saint-Rémy-de-Provence, je participe à la transhumance. Donc c'est tous les moutons qui descendent de leur colline et qui passent dans la ville, c'est vraiment chouette. Et sinon, il y avait plein de conférences, plein d'expositions aussi. On pouvait toucher selon la race du mouton, la douceur de son poil. Et je peux vous dire, Ginkgo était là et Ginkgo était le plus doux de tous les moutons. Donc je pense que le jour où je vais filer sa laine, ça va être magnifique. Je le regarde parce qu'il est couché patiemment, là il attend son heure. Et il y avait aussi un coin pour faire un tricoté. Il y avait pas mal de nanas qui tricotaient. Voilà. Et globalement quand même, c'était plutôt un festival avec des personnes assez âgées. Je pense que je faisais partie des personnes, sans compter les enfants hein, bien entendu, mais des personnes les plus jeunes du festival. Il y en avait quelques-unes, mais quand même c'était assez rare, quoi. C'était plutôt un festival de personnes un peu plus âgées que moi, quoi, dans une autre génération. Et bon, j'espère que dans les années qui suivront, il y aura de plus en plus de jeunes et de plus en plus de tricoteuses modernes comme vous et moi qui regardez YouTube. Du coup, revenons-en à mes achats. Dans le stand de Mérilénos, j'ai acheté cette laine-là, donc c'est la colline. Et cette laine-là, donc c'est de la laine des éleveurs Mérilénos, mais elle est filée dans la filature des laines du Val-Gaudemar, donc c'est Agape. Et donc en gros, ils ont fait une collaboration entre la filature et Mérilénos. C'est une laine 100% laine et c'est une laine cardée. Mais une laine cardée qui reste quand même hyper douce comparée à d'autres laines cardées que j'ai pu toucher. Donc si j'ai bien compris, la laine cardée, c'est une laine qui est lavée et ensuite elle passe dans des cardes. Et en gros, on garde globalement plusieurs longueurs de fil. Et donc, c'est une laine qui a plusieurs longueurs de fil. Donc, les fils partent un peu dans tous les sens dans la laine et sont pas tous dans le même sens et ne font pas tous la même longueur. Normalement, c'est ça. Donc, c'est une laine qui est un peu moins douce que la laine peignée. Mais moi, je trouve que celle-ci, elle est vraiment très très douce. Et après, on peut la reconnaître en défaisant les brins, mais je sais pas si vous allez bien voir. Mais ouais, on voit qu'il y a des petits fils qui partent un peu dans tous les sens. Et voilà, moi j'ai pris du coup 2 couleurs pour faire je ne sais pas quoi encore. Donc un beige, c'est la couleur beige, et ce vert olive qui est la couleur vert. Voilà. Lavage à la main à 30 degrés et c'est préconisé pour des aiguilles 4, donc c'est de la déca. Je crois que pour 100 grammes il y a 250 mètres. Donc vu que c'est une laine quand même qui est assez gonflante, vu qu'il n'y a pas de nylon dedans, elle va plus gonfler. Même si elle fait 250 mètres, c'est quand même de la déca. C'est beau, hein, c'est très très beau. Et donc la différence entre cette laine là et la laine peignée, je crois que j'en ai de la laine peignée d'ailleurs, je reviens. J'ai aussi de la laine de chez Mérilénos,
Mais celle-ci, elle est peignée. Donc ça se présente comme ça. Ils en vendaient là-bas, mais moi en fait, il y a l'année dernière, j'avais acheté un kit à Ogaya. C'est une petite boutique qui est à... Ah bêta, je vais pouvoir bien vous montrer la différence là. C'est une petite boutique qui est à Millau et qui fait de la teinture sur tissu, sur plein de choses. Notamment, elle faisait des kits aussi sur comment teindre... je sais pas si vous voyez, Ogaya. Sur comment teindre des écheveaux. Donc là, ça c'est de la laine peignée. Donc la laine peignée, c'est une laine qui a subi les mêmes transformations que la laine cardée, sauf que en plus, elle passe dans un peigne et ce peigne ne conserve que une certaine longueur de fil. Donc les fils les plus longs, on fait la laine que avec ces fils longs. Et donc ça donne une laine beaucoup plus douce, comme vous pouvez le voir ici, beaucoup plus souple. Donc ça c'est de la laine peignée. Et en gros tous les fils sont dans le même sens. Alors que la laine cardée, ça c'est de la laine cardée, tous les fils ne sont pas dans le même sens. On voit qu'il y a des pins, c'est moins doux. Et si on compare les deux, vous voyez bien que c'est pas pareil. Là on garde vraiment les poils les plus longs. Et par exemple si vous envoyez... Ouh, je vois que ma teinture est là. Je vois que mon écheveau a commencé à atteindre sans mon autorisation. Je vais devoir mettre de côté ça. C'est la garance là qui pète un câble. Donc par exemple, si vous envoyez 1 tonne de laine, non on va dire 100 kg, vous allez récupérer 90 kg de laine cardée, mais que 60 de laine peignée. Je dis n'importe quoi avec les chiffres, mais en gros, si vous amenez votre laine comme ça, vous récupérerez plus de cardée que de peignée, parce que la peignée, on prend qu'une certaine partie des fils. Je sais pas si c'est très clair, mais moi dans ma tête ça l'est. Donc voilà, donc moi j'ai pas mal de laine du coup, que je vais pouvoir utiliser. Et je suis contente parce que c'est chouette de valoriser un peu les laines françaises. Et je voulais vous présenter aussi, mais vous devez sûrement la connaître, la Mota. Je ne l'ai pas achetée à ce festival, mais c'est aussi une laine cardée. Et donc on voit un peu que les poils ils partent un peu dans tous les sens. Et en gros, c'est une laine qui va plus s'accrocher. Pour les jacquards, c'est pas mal comme laine. Voilà. Donc la Mota est une laine faite avec du mérino. Et par contre, c'est du mérino espagnol. Mais pareil, c'est une entreprise qui favorise le circuit court. Et je trouve que c'est pas mal. Donc pour cette laine-là, pas celle-ci, parce que eux ils l'envoient à teindre, à filer dans les laines du Val-Gaudemar. Mais je sais qu'il y a aussi une filature qui existe en Italie qui permet de faire la laine peignée comme ça. Après, si vous voulez plus d'informations, peut-être aller sur leur site. Ils vous expliqueront, je pense, beaucoup mieux que moi, qui était très excitée pendant le festival et j'ai dû passer à côté de pas mal d'informations. Ensuite, j'ai fait pas mal de stands et je suis tombée sur une amie d'amis qui s'appelle Delphine et c'est laine du Dauphiné. Et j'ai trouvé ce magnifique écheveau qui s'appelle Cendre Violette. Et ça, c'est de la laine peignée. Donc elle, si j'ai bien compris, elle garde ses bêtes dans les alpages. Ensuite, quand elle récupère les toisons, elle fait un pré-tri. Et après, elle envoie ses laines. Alors ça dépend. Soit elle les envoie en France, en Italie. Et je pense que celle-là, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, elle a été filée en Italie. Et après, elle est revenue en France. Et elle a fini en l'atteignant. Après, sur son stand, vous pouviez acheter des laines déjà teintes. Ou alors des laines brutes. Comme celle-ci, par exemple. Je ne sais pas si c'était exactement le même... Enfin, la laine brute, quoi. Pas forcément de la même filature. Je ne sais pas si elle passe par la même filature que Mérilénos. Mais voilà ce que ça rend. Et c'est tout pour la laine. Voilà, donc j'ai été hyper raisonnable. Je n'ai acheté que ces 3 pelotes-là. Ensuite, il y a autre chose que j'ai acheté, mais ça n'a pas de rapport avec la laine. Donc si vous voulez partir, vous pouvez partir, il n'y a aucun problème. Je vous embrasse et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Et sinon, je me suis trouvée
Comme je vous ai dit, il y avait pas mal de personnes qui faisaient des stands... qui avaient des stands qui avaient un rapport avec la laine, notamment des couettes avec de la laine à l'intérieur. Et tout était fait en France de A à Z. Et il y avait une entreprise qui s'appelle Pétuya. Donc si j'ai bien compris, c'est le nom de famille de la dame. Et cette personne, elle faisait des couettes, des tapis d'éveil, des coussins en laine. Et elle faisait aussi des coussins comme celui-là. Ça, c'est un coussin en millet avec un lin qui est... Enfin, la housse, c'est un lin français qui est épais. Enfin, franchement, la qualité du lin. Moi, je suis une adepte du lin. C'est ma matière préférée. D'ailleurs, là, bon, c'est ma thé d'oreiller, mais elle est en lin. Et je dors que sur du lin. Je trouve que c'est une matière qui résiste dans le temps. Et été comme hiver, c'est vraiment merveilleux. C'est cher à l'achat, mais je trouve que quand vous le lavez, il est de plus en plus beau. Et c'est à l'inverse du coton. Et en plus, je trouve que le coton, ça respire pas, quoi. C'est trop... Je trouve que c'est une matière grasse. Je sais pas comment l'expliquer, mais dans le lit, je trouve que c'est gras, alors que le lin, je trouve qu'au contraire, c'est une matière fraîche. Donc, elle faisait... donc, je lui ai acheté ce coussin qui est rempli... Donc, je vais l'ouvrir, mais normalement, il faut pas l'ouvrir. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais éviter d'en foutre partout. Oui, je vais éviter d'en foutre partout. Ça sent trop bon, ça sent la nature. Qui est rempli... Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Là, vous voyez. Qui est rempli de graines de millet. Je vais essayer d'en attraper. Je sens que je vais faire une bêtise. Bon, vous me croyez sur parole. Il est rempli de laine de millet. Et du coup, ça a un peu un oreiller à mémoire de forme, mais biologique. Ça fait un moment que je voulais changer mon oreiller, donc je me suis dit, je vais essayer ça. Et donc, je lui ai pris, ça fait 3 nuits que je dors dessus. Et pour ne pas vous mentir, j'ai l'impression que je grandis la nuit. Avant, j'avais un oreiller à mémoire de forme, mais qui est très très vieux. Et je pense qu'avec, à force de faire descendre, remonter, le mou, il est devenu plus ferme. Et du coup, je dormais souvent comme ça. Enfin, je sais pas comment, mais la nuque pas droite. Et je me réveille la nuit avec des migraines. Et avec celui-ci, il est quand même assez plat. Après, vous pouvez acheter des recharges pour mettre dedans, pour le rendre plus gros. Mais moi, j'aime bien être assez plate. Et j'ai l'impression que dans la nuit, ça me prend la colonne vertébrale et ça me tire. Donc là, je me réveille le matin avec une sensation bizarre d'être plus droite que... Parce que normalement, je me réveille, je suis un peu comme ça. Et là, j'ai l'impression d'être beaucoup plus droite. Donc j'espère que cette sensation elle va changer et que mon corps il va s'habituer, quoi. Je pense que c'est positif parce que je pense qu'il vaut mieux se réveiller avec le dos droit que le dos déjà incurvé, hein. Et en plus on lui a pris aussi 2 thés d'oreiller, donc je vous remonte la marque, Pétuya. Ça peut faire un cadeau assez sympa. Peut-être pas un oreiller parce que c'est assez personnel et je pense qu'il faut les essayer. Moi j'en ai essayé plusieurs avant de partir sur ce modèle-là. Mais les thés d'oreiller en lin, je pense que par contre elle a que cette couleur-là. Comme je vous disais, on est sur la base du produit, quoi. On ne fait pas 15 000 couleurs, c'était vraiment... vous voulez une couette, il n'y avait que cette couleur-là. Vous voulez des coussins, il n'y a que cette couleur-là. Mais par contre, on sent que c'est vraiment de la qualité. Voilà, et bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous raconter. En tout cas, ça a été une expérience très très positive d'aller à ce festival. La seule chose négative que je pourrais dire sur le festival, c'est que la partie conférence était, pour moi, n'était pas assez... ça aurait été mieux que ce soit dans une salle à l'écart du festival, parce qu'en gros, c'était une grande salle des fêtes. Ils avaient installé plein de stands et la partie conférence était uniquement sur la scène. Mais du coup, on entendait le bruit du festival et il n'y avait pas assez de chaises pour tout le monde, donc c'était pas hyper confortable. Et je pense que ça aurait gagné en confort de faire ça dans une petite salle à part, vraiment à l'écart. Mais sinon, mis à part ça, c'était vraiment très bien. On a rencontré des gens passionnés qui n'hésitent pas à prendre du temps pour vous expliquer leurs produits, comment ils les fabriquent. Et ça fait du bien un peu. Et puis ça change un peu
du marketing qu'on peut voir sur internet où on ne sait plus trop quoi faire et tout. C'est quand même mieux de rencontrer directement les personnes qui produisent leurs produits et qui vous expliquent leur choix de production. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo elle vous a plu. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse très fort. Bye bye!